Bonsoir à toutes et tous. Messieurs, bonsoir. En tant que doyen de l'UFR STAPS de l'Université de Poitiers, moi, je suis extrêmement fier de vous avoir aujourd'hui et je remercie Charlie, Arnaud et puis les étudiants qui ont organisé cela. Ça montre que l'écosystème Poitevin est là, est présent. Alors, entre nous, des fois, on parle de mafia poitevine. Dans le secteur sport, on en a pas mal qui sont à préparer les JO et autres. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette conférence ce soir avec vous, avec autant de qualité, le management des équipes et de la perf, que ce soit auprès des sportifs, auprès des cadres d'accompagnement à la perf. On voit qu'aujourd'hui, en France, on est parfois sous-dimensionné par rapport à ce qui se fait à l'étranger en termes de professionnels au service de la haute performance. Je pense vous allez en discuter bientôt. Et donc, apprendre à nos étudiants et puis échanger aussi peut-être avec la salle ou avec ceux qui sont à distance sur comment vous organisez cela, comment vous pouvez imaginer faire bien avec ce que vous avez ou faire mieux demain, parce que c'est peut-être l'enjeu pour vous systématiquement quand on parle de haute perf. Ça va être, je pense, passionnant. Merci encore d'être là aujourd'hui et de nous permettre de toucher du doigt le management de la haute performance. Bon, messieurs, je vous invite à vous asseoir et puis on va démarrer les hostilités. Alors, je vais vous demander d'abord de sortir chacun vos téléphones, puisque en fait, vous allez tous participer ce soir à cette conférence et vous allez avoir un WooClap qui va vous être proposé en même temps que nos intervenants. Allez, je vous laisse scanner le QR code là-haut et puis on va démarrer. Donc ceux aussi qui sont sur le live là, vous pouvez vous connecter. Vous avez juste à scanner avec votre téléphone. Et puis après, on est parti pour 1 heure de folie. Alors pour Philippe, vous votez 1. Pour Cédric, vous tapez 2. Il ne pourra en rester qu'un seul à la fin de la soirée. Vous voyez, on a vraiment 3 têtes différentes ce soir. On a le petit blondinet, on a le grand, et puis on a le tropical, au bout, Rudy. Alors, on est 66 pour l'instant connectés, et puis on va démarrer. Alors, voilà un peu le menu là, de la soirée. Donc, on va commencer par ce jeu. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas le jeu Qui est-ce. Vous vous souvenez peut-être ce jeu là où il fallait deviner en face quel était le portrait de l'autre. Je vais vous proposer de faire le portrait, mais un portrait très généraliste de nos invités. Vous allez devoir deviner de qui je parle, d'accord ? Et on va voir qui est le meilleur d'entre vous. Ce sera le premier temps. Le deuxième, le qui dit. On a pris des phrases des personnalités sportives, bien évidemment, on les a masquées, et vous allez avoir plusieurs propositions. Qui a dit cette phrase ? On va être sur certains sujets de société en lien avec l'actualité sportive. On va vous questionner, vous, dessus, et puis on va faire un petit peu le lien avec nos invités. Ça ne sera pas en 3, Jacques a dit, mais Confucius a dit. On va aller chercher certaines philosophies et voir en quoi certaines philosophies peuvent être dans le management de la haute performance. Ramener quelques-unes des anecdotes de nos invités. Forcément, qui dit management, qui dit club, dit business, dit argent. Donc, on ne va pas pouvoir y couper. On va parler money. Et puis, à la fin, le take-home message, quel mot-clé avec quoi partir pour réussir dans ce secteur, ils nous confieront leur façon de voir les choses.
Alors, on commence ici avec le portrait 1. Hein. Vous vous souvenez certainement de ce jeu. Donc, un portrait qui va être généraliste et à la fin, vous allez avoir une question pour pouvoir deviner. Donc, je vous fais le portrait et vous allez pouvoir voter juste après. J'ai donc 51 ans. Pour regarder les visages, là, c'est bon? Ok. J'obtiens un BTS technico-commercial à Châtellerault et une licence de sciences éco à Poitiers. J'ai aimé préparer les jeunes pousses pour qu'ils puissent devenir tauliers et dans ce sens, eh bien, je suis nommé meilleur entraîneur en 2009-2010. Je vais être multimédaillé, j'ai connu plusieurs structures, amateurs, pro, à l'international, mais pour moi, le fait de travailler avec les meilleurs, c'est vraiment le top. J'accorde une place importante au travail bien fait, au travail sur la durée, à une époque où les jeunes ont tendance à perdre le sens de l'effort. Pour moi, les échecs font partie des plus grandes réussites et en 2003, je déclare qu'en bourse, ce n'est pas parce qu'une valeur descend qu'il faut tout brader. Alors pourquoi ne pas appliquer ce principe au monde du sport? Vous êtes partis pour le vote? De qui il s'agit? Vous allez voter donc entre Rudy, Cédric et Philippe. De qui s'agit-il? Alors je vais vous demander d'être neutre sur le visage. Hein. D'accord? Parce qu'il y a des petits malins là qui vont scruter vos visages. De qui s'agit-il? On a 37 votes sur 66. Je vous rappelle que vous êtes tous en compète sur les 3 portraits. On aura les résultats à la fin des 3 portraits. On peut déjà regarder un petit peu les résultats là. Alors on a qui? Ah, c'est kiff-kiff, hein. Donc une majorité pour Rudy, mais par contre, on a quand même 30% des votes pour Cédric et puis 30% des votes pour Philippe. Bon, on va voir la suite, savoir si vous avez eu raison ou tort de voter 40% pour Rudy. Ok, on passe au deuxième portrait. Et donc, j'ai plus 51 ans, j'en ai 55. On regarde les têtes, on compare. Je suis né à Tours. C'est pas loin, mais c'est pas ici. J'ai obtenu mon diplôme à l'UFR STAPS de Besançon. Puis, j'ai été professeur en carrosserie. On s'arrête sur cette phrase ou pas? J'ai été professeur en carrosserie. Donc, ça veut dire que vous avez quand même de l'espoir. J'ai beaucoup pratiqué l'athlétisme. Est-ce qu'on parle d'athlétisme ce soir? Non. Donc, vous pouvez devenir quelqu'un d'autre que vous-même aujourd'hui. C'est possible aussi. J'ai eu plusieurs statuts, sportif, entraîneur, directeur. J'ai fait partie de nombreuses équipes amateurs et professionnelles. J'ai travaillé avec le Japon, la Chine, l'Italie, le Danemark, Bahreïn et l'Espagne. En 2024, je déclare accorder une place importante au sens de l'effort, au travail, et après avoir encadré plusieurs équipes avec des petits budgets, ou au contraire des budgets énormes, ce sont souvent les petits poussés qui travaillent le plus. Alors, de qui je parle? C'est parti à vos votes. Rudy, Cédric ou Philippe? Alors, tout à l'heure, on avait 40% des votes pour Rudy. Là, je vous rappelle, 4 ans de plus que le portrait d'avant. Mais ça peut être trompeur. C'est bon, on a 60 votes. On regarde un petit peu ce que ça donne sur les résultats. Ah, j'ai une grosse majorité pour Philippe. Philippe qui reste impassible et qui, de toute façon, ne vous donnera aucun indice. On passe au dernier portrait. Portrait 3. J'ai 47 ans. Hop, on redescend. 47 ans. Bac éco et Doug en géographie. Je suis piqué par le sport à 14 ans, par la ferveur du sport en général. Je suis très exigeant avec les autres, mais aussi avec moi-même. Je vais devenir joueur, entraîneur, sélectionneur, manager, mais j'aime aussi animer des conférences en lien avec les entreprises, le management en général. J'ai parcouru la France, mais j'ai aussi traversé les frontières dans mon métier avec ma famille, malgré mes très fortes racines en Vienne. Je suis attaché de faire jouer les enfants, de les faire bouger. En 2022, je déclare que quand j'étais gamin, on n'était pas sur les tablettes, mais tout le temps dehors. De qui
s'agit-il? Dernier portrait, on y va. À vous de jouer. Et on aura fini nos 3 portraits. On va pouvoir faire le point sur tout ça. Et puis, chacun de nos invités vont ensuite préciser un petit peu ces portraits généralistes là, que je viens de vous faire pour compléter mes propos. Allez, vous êtes 61 à avoir voté. On regarde un petit peu la tendance. Bon, bah là, on a 70% pour Cédric, mais on a quand même 30% pour Rudy. On y va. On fait un petit peu le bilan de ceux qui ont répondu. Et en premier, alors il est où Enzo? Bravo Enzo. On a Enzo en premier. Jules, tu lèves la main, Jules? Ok, bravo Jules. Et puis Juline. Ok, je vous mets quand même Juline, allez. Voilà. En 3e position. Bon, pour les 15 premiers, je vous les affiche. Voilà, peut-être que vous allez retrouver votre nom, sachant que le délai de réponse intervient dans votre score. Donc, le premier portrait, bah, c'était lui. Donc, c'était Rudy. Et effectivement, il y avait une majorité, il y avait 40% de votes pour Rudy. Effectivement, c'était Rudy. Alors, Rudy, j'ai essayé d'être généraliste. Je pense que tu as plein de choses pour compléter le portrait. Bah, la première chose, c'est que le Rudy qui est là, c'est un Rudy avec 1 dé, et moi, c'est 2 dés. Ah. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Allez, bim. C'est grave. Non, quoi dire de plus une formation où je ne pensais pas être entraîneur. Ce n'est pas quelque chose au début que j'avais identifié dans ce que je pouvais faire. J'étais plus parti pour être dans le monde de la banque. Donc, quand tu as dit qu'au début, on part sur une formation et après, petit à petit, les hobbies, tout ce qu'on fait à côté nous permettent d'identifier après des boulots différents. Je disais aussi que ma formation en tant que BTS technico-commercial et licence de Sciences Éco m'ont permis après de pouvoir connaître un peu mieux le management, le monde économie et pouvoir bien identifier tout ça aujourd'hui dans le sport. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis assistant de l'équipe de France de basket depuis 2010. J'ai été coach à Poitiers au PB 86, en Pro B, en Pro A. J'ai été coach aussi à Cholet, très jeune. J'ai eu la chance d'avoir un président qui m'a fait confiance où j'étais un jeune coach, où j'avais 30 ans à l'époque. Et parallèlement, aujourd'hui, je travaille à la Fédération française de basket où je suis responsable des équipes de France de jeunes. J'ai la possibilité de faire des choix sur les entraîneurs avec Jackie Comer et Alain Contansou qui sont DTN et responsables de la performance. On essaie de mettre en place un programme ou d'avoir une certaine continuité entre ce qu'on fait avec Léa et après ce qu'on peut faire avec les équipes de France de jeunes à partir de U15 jusqu'à U20 dans le management, dans tout le travail tactique, technique aussi sur le terrain. Voilà en gros mon parcours. Bon, merci Rudy avec 2D. Alors, pour toi, le sens de l'effort et la réussite facile, alors c'est ce que j'ai noté un peu de tes interviews, et d'ailleurs, on a pu voir que tu as eu une longue carrière sur Poitiers. Et Ouais. tu nous parles des jeunes, là, justement. Est-ce que ça te tient à cœur, justement, avec la jeunesse, toi, de transmettre ça? Ça me tient à cœur parce que j'ai commencé avec les jeunes, parce que j'ai commencé sur le Pôle Espoir à Poitiers, avec une structure où il y avait des jeunes qui étaient entre 15 ans et 16 ans. Voilà. J'étais aussi entraîneur au niveau des jeunes de Benjamin très tôt. Et après, j'ai basculé sur le club du PB 86 par la suite en tant qu'assistant. J'ai bougé après à Cholet sur un centre de formation. Donc, j'ai vraiment un vrai parcours avec les jeunes. Et dans toutes les équipes que j'ai pu coacher, j'aimais développer les jeunes joueurs et les emmener à progresser. J'ai jamais eu une équipe où il y avait que des joueurs confirmés. Il y a eu beaucoup de jeunes joueurs dans mes équipes. L'un que vous connaissez qui est en NBA aujourd'hui, qui s'appelle Evan Fournier, qui est passé 2 ans à Poitiers. Il y a eu des joueurs comme Mustapha Fall aussi, qui ont eu des cursus différents, mais qui sont passés par les centres de formation de Poitiers. Donc, c'était quelque chose qui est pour moi très important de pouvoir amener les jeunes à progresser, à découvrir le niveau professionnel, à aller
au max de ce qu'ils peuvent donner. Et ça passe pour moi par des efforts, par du travail, par des discussions avec eux, par beaucoup d'écoute d'eux, parce qu'ils sont tous différents. Ils ne sont pas formatés pareil, ils ne viennent pas du même endroit. Et c'est de trouver les moyens de rentrer en contact avec eux et de leur permettre de se développer. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, les jeunes ont changé. Ils sont plus sur les tablettes, ils sont plus sur Internet, ils sont plus sur autre chose. Ça va très vite. Mais il faut, nous, en tant que managers, arriver aussi à changer notre process, notre mentalité et être capable aussi de rentrer en contact avec eux. C'est pour ça qu'il faut aussi être capable d'aller sur les réseaux, de voir aussi, de s'intéresser à ce qu'ils font pour pouvoir mieux rentrer en contact avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important et que le management a changé. Il n'est pas descendant, ce n'est pas une personne. Et il faut aussi prendre effet et compte de ce qu'ils disent, eux, les jeunes, pour pouvoir avancer avec eux. Merci Rudy, je vous demande d'accueillir bien fort Rudy pour cette entame dans cette conférence. Alors, le deuxième portrait, le voilà. Et donc, Philippe, vous n'êtes pas trompé. C'est les cigales ou c'est moi? Donc, c'était Cédric, notre professeur de carrosserie. Pas du tout. Pardon, Philippe, excuse-moi. C'était Philippe, qu'on peut voir, ça devait être à la période de pandémie, cette photo. Hein, tu as un masque sur le menton. C'est ça. C'est pas bien, il fallait recouvrir le nez, hein, normalement. Mais bon, c'est pas grave, on n'y est plus. C'était la fin de la pandémie. Alors, est-ce que tu peux nous compléter alors ce portrait? Est-ce que tu as des choses, et j'en doute pas, à rajouter? C'est vrai que ça peut paraître être un parcours un peu atypique en travaillant dans l'automobile et au final, pratiquement toute ma vie professionnelle s'est faite dans le cyclisme. C'est arrivé un peu par hasard. J'ai eu la chance d'être cycliste et de courir au Japon. Et quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière sportive, j'ai fait mon au revoir au Japon. Et quelques semaines après, j'ai reçu un coup de fil de l'équipe pour laquelle je courais qui me demandait de créer une structure ici à Poitiers pour accueillir des jeunes japonais. Et c'est ce que j'ai fait en 2000. D'ailleurs, il y avait quelques Japonais étudiants ici à la fac de Poitiers à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à parcourir le globe pour encadrer des équipes. Donc au Japon, en Chine, mais aussi après dans des équipes professionnelles que vous connaissez plus et que vous avez l'occasion de voir plus souvent sur le Tour de France, par exemple. Donc oui, tout est permis. Vous avez le droit de rêver et de rêver grand. L'avenir dure longtemps. Bon, j'ai l'impression que tu aimes le voyage quand même. Parce que Bahreïn et les Émirats, qu'est-ce qui t'a emmené là-bas? En fait, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres toujours. Je crois que le sport a ça de particulier, c'est qu'il travaille sur... il procure des émotions et ces émotions nous permettent des connexions. Et que quand on est un petit peu ouvert et disponible, on se retrouve à avoir des propositions tout simplement. Et après, il faut savoir quand même que le cyclisme est un sport assez fermé, c'est assez consanguin et quand on est dans une équipe qui cesse son activité, on est souvent recruté par une équipe qui se crée. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai atterri à un certain moment aux Émirats ou au Bahreïn. Et justement, en tant que manager, alors on va parler du Japon, plutôt confidentiel, plutôt intimiste, et puis de l'autre côté, Bahreïn et puis les Émirats avec l'opulence. Est-ce que toi, en tant que manager, là, tu as à prendre une autre casquette, une autre personnalité pour coacher en fait des talents, mais qui ont une culture du territoire? Oui, en fait, il faut toujours tenir compte de la culture de l'entreprise pour laquelle on travaille, hein, parce qu'une équipe cycliste ou un club sportif est avant tout une entreprise avec sa propre culture et il faut s'y intégrer. Et puis, c'était des équipes avec des particularités très différentes. Au Japon, on travaillait vraiment avec des jeunes. Sur les Émirats ou sur le Bahreïn, ce sont des équipes qui ont vraiment une volonté sportive d'atteindre le très haut niveau. Donc les objectifs sont très différents. Mais aujourd'hui, en travaillant avec la Groupama FDJ,
Je travaille dans une équipe qui a l'ambition d'atteindre le très haut niveau, en n'ayant pas les moyens financiers des équipes des Émirats ou du Bahreïn. Et du coup, il y a une adaptation là aussi qui doit se faire. Parce qu'on n'a pas assez de budget, on travaille aussi avec des jeunes. Parce qu'on n'a pas suffisamment de budget, il faut être plus créatif, il faut être aussi plus travailleur pour compenser le fait que, par exemple, on ne peut pas avoir 5 ou 6 diététiciens, on n'en a que 2. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'investissement personnel. Mais c'est aussi un beau challenge. Bon bah merci Philippe, je vous demande d'applaudir bien fort Philippe. Et puis bah forcément par déduction, il nous en reste qu'un. C'est le plus grand, vous le voyez peut-être pas sur la chaise, mais tu mesures combien toi Cédric? 1m97. Ouais voilà. Alors Cédric, il a voyagé aussi, hein, c'était pas le Japon ni Bahreïn, mais il me semble que tu as été vers l'Est un peu quand même. Un petit peu, oui. Moi, j'ai un parcours, je viens de Poitiers. Moi, je suis né à Poitiers. J'étais formé à Vouillé, Neuville, mais j'ai atterri très vite au Stade Poitvin volley. Mais je suis piqué au sport quand même avant 14 ans. J'ai fait du rugby de 7 ans à 15 ans pour faire un peu comme papa. Et je crois que c'est tout cet environnement de sport collectif, même très jeune, je pense, qui m'a marqué, avec toutes les valeurs qui vont avec et la notion de faire des choses en équipe ensemble. Voilà, donc ça a été même plus tôt que ça encore. Après le volley à Poitiers, jusqu'en 99, parti à Avignon, fini à Toulouse ma carrière de joueur. Et après, j'ai eu un cursus d'entraîneur, à la fois en club à Toulouse, où je suis resté 6 ans à la tête de l'équipe pro, de 2011 à 2017. Et après, je suis parti à Tours et ensuite à Berlin pendant 5 ans, où j'étais entraîneur là-bas. Et en parallèle, j'avais toujours une activité dans les équipes nationales. Le volley, on a la particularité d'avoir des saisons de club qui sont, ou plutôt des fenêtres internationales qui sont juste énormes. Du style, un club peut très bien, cette saison, par exemple, finir fin mars le championnat et ne reprendre la préparation que mi-août ou fin août. Voilà, donc il y a tout le temps des fenêtres internationales qui sont énormes. Et moi, j'avais la démarche, la volonté, en tant qu'entraîneur, en étant jeune, mais même je continue encore à l'heure actuelle, de faire aussi quelque chose pendant l'été. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec la fédération sur la détection nationale, sur les équipes juniors, l'équipe de France A prime. J'ai eu la chance d'être appelé adjoint de Laurent Tilly sur l'équipe de France A. Et après, j'ai bougé, j'ai eu un challenge à l'étranger, en Estonie, pendant 2 ans, et là en Croatie, où j'ai fait 2 ans aussi, où je suis sélectionneur de la Croatie. Voilà, donc club et équipe nationale, ça fait pas mal de voyages, effectivement. Mais alors, avec toutes ces réussites à l'Est, qu'est-ce qui t'a ramené vers l'Ouest? Il y a déjà un phénomène, c'est que le fait d'enchaîner club et équipe nationale, il y avait un moment de saturation. Donc, il y avait une pause à laquelle je réfléchissais. Donc, ça, c'était la première chose. Ma famille était revenue de Berlin vivre ici à Poitiers. Et moi, j'avais dans la tête J'ai été très jeune entraîneur, en fait. J'ai commencé à entraîner à 28 ans. Donc, Rudy a commencé très jeune aussi. Et je me pose tout le temps des milliers de questions sur mon avenir. Et mon avenir, je le voyais aussi, je le vois aussi sur le métier de manager général, où enfin, on peut peut-être dézoomer du terrain et prendre des décisions, orienter le club vers des choses auxquelles on pense quand on est entraîneur, ou des fois on se plaint de nos dirigeants et de nos clubs. Parce qu'on voudrait mettre des choses en place. Et là, le fait de partir sur cette fonction-là, c'est emmener quelque part l'expérience de coach, l'expérience d'entraîneur à différents niveaux pour structurer un club. Et je me suis, voilà, j'avais décidé d'un break et donc de rentrer à la maison, voilà, de rentrer à Poitiers. Et je suis inscrit à la fac de Limoges sur le DU de manager général. Et en fait, l'opportunité est arrivée très vite. Philippe parlait de rencontres. Une carrière, c'est aussi des opportunités. Et là, Poitiers, le Stade Poitvin, donc mon club formateur, ouvrait le poste de manager, faisait un appel à candidature sur lequel j'ai évidemment candidaté parce que je me voyais jumper dans ce projet pour mon club de cœur.
Écoute, on est content que tu sois rentré. Merci. Et tu as vu, on a pas mal d'étudiants. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là, sur ce diplôme à Limoges? En fait, c'est un diplôme de manager, donc c'est un diplôme de 2 ans avec 12 sessions. La particularité, c'est que c'est un diplôme qui est largement faisable, même en étant en poste dans un club où il n'y a pas énormément de présentiel. Par contre, c'est beaucoup de travail entre les sessions de préparation de projets. Il y a un mémoire à rendre à la fin et en fait, on touche à tout ce qui a trait au management d'un club professionnel. Donc, on est 20 personnes, 20 élèves dans la promotion du foot, du rugby, du basket, du handball, du volley, du hockey sur glace, du cyclisme avec Mika Cherel. Voilà, et on nous fait toucher à tous les aspects, que ce soit juridique, commercial, gestion des staffs, tous les aspects du métier de manager général. Voilà, on en est à 3 sessions sur les 12 qui vont avoir lieu sur les 2 ans. Et c'est génial. Super. Tout simplement. Je vous demande d'applaudir bien fort Cédric. Merci à toi Cédric d'être là avec nous ce soir. Allez, on commence notre Kikidi. Alors Kikidi, vous allez avoir sur votre téléphone là, dans quelques secondes une citation d'une personnalité de l'actualité sportive. Et on va commencer par celle-ci. La puissance des sportifs s'est améliorée au cours des 10 dernières années. La prochaine étape sera certainement d'améliorer la vitesse de leur cerveau. Autrement dit, c'est vrai qu'on a coutume de dire les sportifs tout dans les bras, rien dans la tête. Et puis, alors, est-ce que ça veut dire ça, que maintenant il faut travailler la tête? Qui a dit ça? Alors, vous allez passer au vote et puis après, on va essayer d'échanger sur ces aspects. Alors, qui a dit ça? Vous avez 30 secondes. On va regarder un petit peu là, ce que vous en avez pensé. Alors, c'est très partagé. Donc, Claude Onesta, Arsène Wenger et Rudy, tu rentres dans l'équation. Par contre, alors Didier, apparemment, la vitesse du cerveau, ça n'a pas l'air d'être son fort. Mais ok. Alors là, on est sur la vitesse de la prise d'information, la prise de décision, la planification du mouvement. Alors, est-ce que ça serait l'avenir? On est en quelque sorte en train de questionner les aspects mentaux dans leur globalité, que ce soit les capacités cognitives, mais aussi les capacités de résilience. Alors, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur cet aspect, mais quelle place vous accordez justement, vous, aux aspects mentaux? Alors, nous, depuis 2 ans, avec les équipes de France de jeunes, on ne parle pas vraiment, on parle d'accompagnement humain plutôt. C'est joli. De parler d'aspects mentaux, mais c'est de permettre aujourd'hui à l'athlète de pouvoir être vraiment acteur de son projet, de pouvoir lui aussi dire où il se sent bien, qu'est-ce qui lui permet de performer, mais d'accompagner en fin de compte l'athlète, pas que dans la préparation physique ou dans la préparation diététique, mais la capacité à parler, à discuter, à faire parler ses émotions, parce que quand on est un athlète, il y a des émotions qui sont très fortes dans la victoire, dans la défaite, dans l'entraînement, et je pense aujourd'hui, c'est de permettre à chaque athlète de se réunir. Nous, c'est un sport collectif, donc on travaille beaucoup en ce qu'on appelle des cercles de régulation, où sur des thèmes différents, on permet aux athlètes de pouvoir discuter et d'échanger et de pouvoir donner leur avis sur ce qu'on fait. Je disais, quand je me suis présenté, qu'avant, l'entraîneur était tout seul pour pouvoir mettre en place son projet, mais maintenant, les staffs sont devenus de plus en plus importants. Il y a des assistants vidéo, il y a des assistants sur le terrain. Donc, c'est arriver à vraiment mettre en place le travail qui est entre le staff et les joueurs aujourd'hui.
Et pour ça, pour nous, c'est gérer les émotions de chacun et trouver, en fin de compte, le savoir-faire efficace de chacun dans ce qu'il est capable de faire pour pouvoir aider le collectif. Il y a ce qu'on fait individuellement, mais après, on doit être capable de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter au collectif, où est-ce qu'on peut le mettre en place. Et pour nous, ça passe dans un suivi avec les joueurs par rapport à ça. Ouais, merci Rudy. Philippe, je pense qu'on a un cas particulier en cyclisme. Est-ce qu'on n'est pas davantage sur de la résilience que sur des aspects purement cognitifs? Oui, complètement. Mais par contre, c'est un sujet qui, alors pour l'aspect que développe Rudy, c'est un sujet qui reste assez sensible hein, quand on commence à entrer dans la sphère psy, préparation mentale. Le cyclisme reste un sport de rustre, entre guillemets, et pour nous, il faut faire 25 heures de vélo par semaine pour commencer à avoir des résultats. Et tous les jours monter sur son vélo, et plus on en fait, et plus on a des chances d'avoir des résultats. Ce qui dans la réalité, n'est absolument pas vrai. Et du coup, par toute cette usure physique, on a aussi une usure mentale qui se met en place, évidemment, générée par toute cette suractivité. Et du coup, on se rend compte que oui, on a besoin aussi d'accompagner nos sportifs, soit par des coachs qui sont là pour simplement les soutenir, soit quelquefois même par des psys qui sont là pour prendre en charge des difficultés plus importantes. Je crois que c'est Rudy aussi qui parlait des tablettes, des téléphones, etc. en début de séance. Nous, on est très confrontés à la médiatisation et nos coureurs sont très sollicités par les réseaux sociaux. Et il y a forcément des interactions qui sont pesantes avec des haters qui se manifestent de façon vraiment quelquefois dramatique. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une cellule qui peut prendre soin de nos coureurs. Ça passe soit par des rendez-vous réguliers, soit par des rendez-vous ponctuels en fonction des besoins. Mais cette cellule de soutien est devenue aujourd'hui, elle est au cœur de la performance. Et au-delà de ça, on se rend compte aussi que pour pouvoir performer, il faut être bien dans ses baskets, tout simplement. On a beau aligner des heures et des heures sur le vélo, si sous le casque il y a des petits blocages, eh bien, il faut chercher à les déverrouiller pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Merci Philippe. Cédric, toi, des anecdotes, où est-ce qu'on en est dans le volet? Bon, ça recoupe pas mal ce qui a déjà été dit. Moi, je suis très axé sur ce que disait Rudy sur l'accompagnement des joueurs qui est très important, et notamment parce que j'ai un peu la même fibre aussi sur la formation et sur le fait d'intégrer de jeunes joueurs professionnels, de jeunes joueurs même du centre de formation dans les effectifs professionnels. Et il y a une dimension de gestion des émotions, gérer tout ce que les jeunes peuvent vivre sur leur première saison, ensuite sur leur première responsabilité aussi quand ils commencent à prendre des places de plus en plus importantes dans les collectifs. C'est pas simple, même si à l'heure actuelle, bon, encore une fois, on va dire que les jeunes, voilà, mais veulent tout de suite. Et par moment, il y a des étapes qui sont forcément qu'on ne peut pas sauter. Donc, c'est-à-dire que aller se confronter à ça, de la responsabilité, la façon de construire sa carrière, il y a des moments de blocage, il y a des moments qui sont compliqués à gérer. Et là, je pense que c'est le rôle alors du coach, c'est sûr, du manager, mais effectivement, nous, dans le volet, pour répondre à ta question, on commence à faire de plus en plus appel à des préparateurs mentaux qui vont accompagner individuellement les joueurs pour essayer de jouer sur des choses qui peuvent être verrouillées aussi et qui peuvent empêcher la performance et le développement en tout cas du joueur. Le développement du jeune joueur, mais même des joueurs plus expérimentés qui peuvent se retrouver dans des situations parfois un peu complexes. Et ces professionnels arrivent à déverrouiller tout ça et faire revenir le joueur vers la performance. Bon, merci. Je vais questionner quelques personnes dans le jury. Hein. Je sais que certains ici ont fait partie de projets de recherche qui ont été présentés à l'INSEP. Et donc, il y a Laurent, il y a Aurélien, et puis il y a Quentin. Et
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les proportions en fait des projets sur l'aspect psychologique versus les aspects physiques, physiologiques? Laurent Bosquet, dont je m'occupe effectivement d'un des projets. Il y a sur les 12 ou 14 projets, je ne sais plus, il y en a un qui s'intéresse à la préparation mentale, la préparation psychologique, et qui était impliqué plutôt dans le milieu du rugby. Mais c'est vrai que sinon, pour les autres, c'était des valences soit technologiques, soit physiologiques. Il y en avait plusieurs qui étaient sur la prévention des blessures. Mais voilà, ça donne une idée de la place à l'heure actuelle, effectivement, qu'on accorde. Je vois, c'était le rôle de l'émotion dans la prise de décision, il me semble, en rugby. Je me tourne vers Aurélien Quentin, Et, je ne sais plus si c'était ça. Julie oui, Doron. hein. Ah oui, Julie Doron, Train Your Brain. Donc ça veut dire 2 projets sur 12. Est-ce qu'on est au début, vous pensez? Est-ce qu'il y a une place à prendre? Est-ce que, on va voir qui a dit ça, mais est-ce que Arsène Wenger a raison? Est-ce que c'est l'avenir? Après, je pense qu'il faut pondérer. Il y a des projets, il y avait 2 projets spécifiques sur ce thème, mais dans les autres projets, comme le nôtre, où il s'agit d'optimiser les 3 dernières semaines avant les grandes échéances, et donc là, les Jeux Olympiques, il y a toute une dimension, un lot complet qui était dédié justement à cet accompagnement humain des nageurs et des nageuses. Donc c'est quand même une dimension qui est un peu plus large que si on compte simplement le nombre de projets. Mais il y a je serais curieux d'avoir votre avis d'ailleurs, il y a un élément qu'on avait largement sous-estimé. On s'intéressait à l'accompagnement des nageurs, des nageuses, et on s'est rendu compte qu'en fait, le vrai levier, c'était peut-être plus l'accompagnement des entraîneurs qui ont peu de moyens, de ressources. On considère qu'ils sont capables de tout gérer, et on a pris conscience que pour eux, c'est très difficile. Oui, donc c'est les également. entraîneurs et les managers qui auraient besoin d'un psy peut-être alors. Non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'on met en place des dispositifs le plus complet possible, le plus holistique possible autour des athlètes de façon générale, les sportifs et les sportives. Et on oublie que le chef d'orchestre, lui, souvent, il est assez seul. Et puis pour lui aussi, c'est pas évident. Nous, il s'agissait par exemple de les accompagner dans l'adoption de nouveaux comportements dans ces 3 dernières semaines avant les grands événements. Mais on avait complètement omis le fait que pour l'entraîneur aussi, ça pouvait être compliqué de changer ces façons de procéder pour différentes raisons. Hein. La peur de ne pas avoir la performance escomptée, mais aussi le risque que les nageurs, les nageuses partent par mécontentement. Enfin, voilà, on a largement sous-estimé aussi l'accompagnement qu'on doit proposer aux entraîneurs. Donc, je ne sais pas, dans vos... Je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez seul? Alors, je ne sais pas si on se sent seul, mais en tout cas, ça vient corroborer ce que vous dites. Moi, j'ai participé à une formation qui était en 7 sessions sur l'accompagnement humain, justement, avec Richard Ouvrard, qui est un préparateur mental, qui a travaillé avec le hand féminin et qui a travaillé avec nous avec le basket aussi. Et aujourd'hui, on met cette préparation mentale aussi, cet accompagnement humain aussi sur les entraîneurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont très très bons en termes tactiques, physiques, techniques, mais aussi on doit acculturer aussi nos entraîneurs à une façon de leur parler, de rentrer en contact avec eux, de les accompagner, de pouvoir trouver les bons mots pour pouvoir rentrer en connexion avec les athlètes et de permettre qu'ils puissent performer. Alors tout ça, c'est aussi dans une question de hiérarchisation, nous, par rapport au sport collectif qu'on a, de façon à mettre chacun à sa place dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on a un vrai travail aujourd'hui qui est fait sur les entraîneurs des centres de formation, les entraîneurs des équipes de France Jeunes et les entraîneurs confirmés, que ce soit le sélectionneur ou ses adjoints, par rapport à cet accompagnement humain qui nous paraît très important aujourd'hui. On a été beaucoup axé sur la formation du joueur, mais maintenant on essaie d'être axé aussi sur la formation des entraîneurs pour pouvoir aller encore plus dans la haute performance. Alors, pour revenir aussi à ce qu'a dit Arsène Wenger, moi, je voudrais mettre en place que nous, aujourd'hui, dans le basket, on est très focus sur la prise de décision, vraiment dans le terme tactique, technique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon, quand on rentre en possession du ballon? Et je pense que ce qui veut dire ici, c'est la suite de ce qui se passe. Après qu'on soit développé physiquement, techniquement, tactiquement, c'est cette prise de décision qu'on doit voir avant ce qui se passe. Parce qu'on a un sport d'opposition, nous,
et qu'aujourd'hui, le joueur, quand il reçoit la balle, il doit être capable d'anticiper où va être le défenseur, qu'est-ce qu'il va faire le défenseur et qu'est-ce que je vais faire du ballon. Il faut que je sois capable de le passer, il faut que je sois capable de shooter, de faire autre chose. Donc la prise de décision est très importante aujourd'hui dans l'efficacité des formes de jeu et de ce qui se passe. Et on se rend compte que les meilleurs joueurs, si vous entendez parler de Victor Wembanyama, avec 2,24 m, ce qu'il fait, c'est impressionnant dans la motricité, mais c'est dans la prise de décision quand il a la balle. Il doit être capable de savoir ce qu'il va faire quand il shoot, quand il passe. Et je pense que c'est de l'habitude du cerveau aussi par rapport à ce qu'on est obligé de répéter quotidiennement. Voilà. On passe à notre deuxième Kikidi. J'aimerais pouvoir m'asseoir de nouveau à une terrasse pour tranquillement prendre un café. Les choses simples me manquent. Alors, je vous envoie le vote. On est parti. Alors, vous voyez qu'il y a quand même Philippe dans les choix. Alors, est-ce que Philippe aurait besoin de simplicité ? Ah, je crois qu'on a un vainqueur, mais tu en as quand même quelques-uns pour toi, Philippe. Ah, effectivement, c'est passé il n'y a pas longtemps sur France 2 avec Élise Lucet, c'est Kylian Mbappé, qui aimerait pouvoir s'asseoir tranquillement à une terrasse de café. Alors, retrouver de la simplicité ou pouvoir en garder, mais c'est aussi d'une certaine façon préserver de la sérénité quand on est à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des anecdotes de joueurs justement pour lesquels il a fallu que vous les accompagniez soit à redescendre, à revenir les pieds sur terre, ou au contraire, comme on disait justement, à accompagner dans cette nouvelle vie? Alors, nous, on a, au volley, on a le rapport médiatique, il est quand même moindre par rapport au basket ou au cyclisme. On a quand même un ambassadeur, un bel ambassadeur avec Erwin Ngapet, qui est devenu un joueur très reconnu, MVP des JO de Tokyo, champion olympique, et qui fait souvent parler de lui, mais c'est quelqu'un qui en parle de temps en temps, il est conscient de son rôle pour le volley français, de son rôle d'ambassadeur et de son rôle de faire parler du volley, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des jeunes, d'aller à la rencontre des médias, de parler du volley, parce qu'on a, ces dernières années, on a eu des résultats qui ont été portés par cette génération-là, qui a des résultats depuis qu'ils sont tout jeunes. Et lui est clairement le chef de file, on va dire, la personne la plus connue. Et en discutant avec lui, je le connais depuis très longtemps. Il était ici à Poitiers, il a grandi ici. Et par moments, il parle de cette situation-là qui fait que ne peut pas forcément sortir tranquillement, il ne peut pas forcément avoir des moments de calme, même par exemple le fait de déménager pour aller chercher de la tranquillité ailleurs. Il peut y avoir alors il n'y a pas que le volley qui fait ça certainement, c'est l'environnement du coup qui est créé depuis un moment, mais il y a qu'on le veuille ou non, il y a cet espace médiatique qui prend le pas, et je pense que nous, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là. Je pense qu'il y en a beaucoup plus dans les autres sports, mais c'est quelque chose que je comprends, parce qu'il y a à la fois ce rôle qu'on se reconnaît et qu'on assume, mais il y a quand même à un moment donné un besoin de quiétude et un besoin de calme aussi pour la performance, parce que c'est un des facteurs importants dans la prépa de toute performance. Oui, Philippe parlait des réseaux tout à l'heure, justement. Toi, est-ce que tu as des anecdotes de joueurs qu'il a fallu que tu accompagnes avec une relation peut-être un petit peu plus particulière pour gérer les moments difficiles? Alors, pour nous, cyclistes, ce ne sont pas vraiment des moments difficiles, parce que
parce que les coureurs, enfin les sportifs de haut niveau recherchent malgré tout la gloire à un certain moment. Et que le fait de signer des autographes et de se retrouver à être reconnu, c'est aussi être reconnu par ce qu'ils font et ce pourquoi ils s'investissent. Mais c'est vrai que ça, c'est au début de la carrière. C'est quand les choses commencent à se mettre en place. Et du coup, c'est même grisant d'être reconnu pour eux dans la rue ou quand ils font leurs courses. Mais c'est vrai qu'à certains moments et à un certain niveau, ça peut devenir pesant. Tout à l'heure, sur la vidéo où on parlait de Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de quiétude, beaucoup de tranquillité. Et cette médiatisation le dérangeait quelque part. Et on a beaucoup parlé du fait que c'était peut-être le seul coureur de cette génération français à être capable de gagner le Tour de France, mais on parlait de psychologie un peu plus tôt. On s'est souvent demandé si justement le Tour de France n'était pas trop grand pour lui et la peur de cette médiatisation et de cette surmédiatisation l'empêchait d'aller atteindre son objectif sportif principal. On n'aura jamais la réponse à notre question, mais en tout cas, on se la pose encore. Il y a des sportifs qui arrivent à très bien gérer cette situation. Pour quelqu'un comme Alberto Contador, c'était pas gênant d'avoir 3 ou 4 000 spectateurs et de signer des autographes pendant 1 heure. Et pour d'autres, ça les empêche simplement de descendre du bus et il faut qu'on trouve le moyen de les emmener à l'hôtel par une porte dérobée. Ça dépend aussi des personnalités des sportifs et peut-être aussi de leur éducation finalement. Et oui. Et Rudy, tu parlais de Wemby tout à l'heure. Est-ce que c'est une personne que tu vas gérer là au JO ou pas? Gérer, on va tous le gérer. C'est pas moi tout Ouais, seul. pas toi tout seul. Ouais. Voilà. Moi, je suis un peu comme Philippe, c'est-à-dire que c'est très personnel. Il y a certains joueurs qui apprécient d'être avec de la foule, avec du monde. Il y a d'autres un peu moins. Je pense que mine de rien, les joueurs généralement ont besoin un petit peu de temps à eux aussi, quoi. Ils ont envie de représenter leur sport, ils ont envie de représenter la France, ils savent que ce sont des stars, ils adorent ça, ils se nourrissent de ça, de jouer devant 20 000 personnes, 15 000 personnes, mais il faut se rappeler aussi que ça reste des êtres humains et qu'ils ont besoin aussi certaines fois de petits moments à eux où ils peuvent aussi se retrouver en famille, avec des copains, et sortir, c'est pas simple pour eux. Alors, Kylian, il parle de ça, nous on a eu aussi Tony, mais la grande difficulté avec Wemby, comme tu dis, c'est qu'il fait 2,24 m. Donc, c'est-à-dire sortir dans la rue à 2,24 m avec une casquette et avec un petit blouson, c'est pas pareil que quand on fait 1,90 m. Donc, pour lui, ça va être encore différent. Maintenant, il a appris à vivre, il est né comme ça. C'est une force et à lui de pouvoir, mais il faudra qu'on l'accompagne de toute façon tous parce que c'est pas simple, parce que quand il va mettre les pieds dehors, en dehors du bus ou en dehors de l'hôtel, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, ça sera à nous, le staff, de pouvoir savoir ce que lui, il est capable de pouvoir accepter ou pas et pouvoir respecter ça. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui que, bien entendu, les gens restent toujours des fans, mais comprennent aussi que les sportifs ont besoin aussi un moment à eux aussi pour pouvoir performer après derrière, quoi. Voilà. Donc, oui, on va le gérer, mais je ne serai pas tout seul. Et je pense que ça passe avec une discussion d'abord avec l'athlète, de savoir lui ou d'autres, hein, si demain, il peut rester 1 heure à passer à signer des autographes, à faire autre chose, à passer 4 fois en conférence de presse après un match. Ça, c'est des choses vraiment personnelles, quoi. Voilà. D'accord. On va regarder un petit peu les résultats là, de ceux qui ont voté, à savoir avec nos 2 questions, qui reste en tête. Enzo toujours en 1, Jules en 2. Juline dégringole à la 6e place. Qu'est-ce qui s'est passé, Juline? Claquage. Allez, on en a fini avec Kylian. On va passer donc pas à Jacques Addy, mais Confucius a dit. Donc là, on est plutôt sur de la philosophie. On va ouvrir le spectre. Et puis, vous allez nous dire aussi, vous, ce que vous en pensez de ces phrases, de ces philosophies. Donc la première, on parlait d'excellence, on parlait un petit peu, est-ce qu'il y a des Paris Hilton aussi dans le monde du sport? Et est-ce qu'on peut être bienveillant? Est-ce que c'est le corollaire de l'excellence ou pas? Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous?
eh ben, vous allez nous dire si pour vous c'est incontournable, la bienveillance reste effectivement incontournable avec l'excellence, ou à l'inverse, est-ce que vous êtes plutôt un exigeant et que vous dites non, stop, on arrête de materner les sportifs, ils sont grands. Et peut-être que vous êtes plus dans le compromis, plus dans la nuance, qu'il y a peut-être de la bienveillance, mais avec quelles excellences? Est-ce qu'il y a peut-être une individualisation à faire? À vous de donner votre opinion, et puis on va demander ensuite à nos 3 invités. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les propositions? La majorité, ça reste bienveillance égale excellence. Et on a quand même en deux un petit peu de nuance. Alors, je pose la question à Cédric. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec les joueurs que tu as rencontrés? Moi, j'aurais tendance à dire que je suis un adepte d'un mix entre la 1 et la 3, justement. Je pense que la bienveillance, oui, c'est incontournable avec l'excellence. À l'heure actuelle, je pense que être bienveillant, être auprès de ses athlètes, auprès de ses joueurs, les accompagner dans leurs projets, les accompagner dans leur structuration en tant que joueur, c'est une chose, c'est important, mais avec quelle excellence. Et là, c'est plutôt, pourquoi je dis un mix, c'est parce que pour moi, ça dépend aussi de l'athlète. Ça dépend, je pense qu'un de nos rôles de coach, manager, c'est de déceler quelle est la nature de l'athlète. En fait, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que c'est un athlète qui va, si on est partisan du 2, par exemple, et qu'on ne materne pas, est-ce qu'on va en tirer le maximum? Voilà. Bien connaître l'athlète, c'est incontournable. Donc, et la bienveillance, à mon avis, en tout cas dans mon style de coaching, oui, c'est être aux côtés de l'athlète. On n'est pas au-dessus, on est aux côtés de nos joueurs pour les accompagner vers leur projet personnel. Ça, c'est une chose. Toujours au service du projet d'équipe, c'est évident. Mais il faut mettre ça au cœur de la relation qu'on peut avoir avec nos athlètes. Ça me paraît incontournable. Mais tout en connaissant, il y a certains athlètes qu'il va falloir aller chercher un petit peu plus, peut-être avec un petit peu plus de, voilà, pas uniquement dans la bienveillance, mais parfois un peu brusquer les choses, parfois, voilà. Mais ça fait partie de ce que je disais avant, du fait de connaître les athlètes. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on connaît, qu'on a bien cerné et qu'on connaît les gens qui sont en face de nous, c'est la meilleure façon de coller à leurs besoins en termes de comment être managé. D'accord, merci Cédric. Philippe, je te pose la question, est-ce que la réponse, c'est pas les 3? J'ai envie de dire oui, évidemment, c'est les 3. L'exigence n'empêche pas la bienveillance et vice-versa, je dirais. Pour atteindre le haut niveau, bien sûr qu'il faut de la rigueur, il faut de l'investissement personnel, il faut se remettre en question chaque jour, mais ça doit être accompagné par un coaching bienveillant, bien évidemment, parce qu'il y a des moments difficiles, parce que la performance est difficile, parce que l'investissement qu'on y met est difficile, et parce que tout simplement ça repose sur de l'humain. Je pense qu'on parlera de l'évolution technologique du sport et des data et de toute cette science qu'on peut apporter au sport. Au bout du compte, on travaille avec uniquement des humains et la bienveillance, c'est la clé de voûte du projet. Merci. Rudy, la bienveillance, est-ce que tu t'es senti, toi, déjà, quand tu as pris tes premières fonctions, est-ce que tu t'es senti bienveillant ou est-ce que ça s'apprend au contact des sportifs? Je pense que ça s'apprend. Je pense qu'on a une sensibilité naturelle, je pense, nous, en tant qu'entraîneurs. Mais après, je pense que les différentes expériences qu'on a pu avoir avec des jeunes, avec des moins jeunes, nous permet après de réguler, en fin de compte, cette bienveillance en fonction, comme a dit Cédric, de l'individu à qui on a en face de soi, quoi. Il y a des clés pour savoir pouvoir être bienveillant avec certains. Il y a certains qui préfèrent une manière beaucoup plus dure, beaucoup plus abrupte des choses. Donc, je pense que oui, avec le temps aussi, avec l'expérience, on change. On évolue aussi dans notre façon de pouvoir discuter avec les athlètes, de pouvoir aller vers eux, aller les chercher et d'être avec eux. Moi, je pense qu'il faut être avec eux parce que c'est important aujourd'hui de les soutenir avec tout ce qu'ils ont autour d'eux, que ça soit, on n'en a pas parlé, mais la famille,
les conseillers, les agents, la presse, tout ça. Je pense qu'il faut vraiment être avec eux pour qu'ils puissent être focus sur leur performance à eux et qu'ils puissent être bien parce que l'environnement est important autour. Et nous, on doit être bienveillants avec tout ça, essayer de les faire comprendre un peu les exigences de chaque chose, quoi. Voilà. D'accord. Je passe à la deuxième philosophie. Alors, il faut célébrer les échecs pour mener son équipe à la réussite. Vous êtes prêts? 30 secondes pour les votes. On y va. Bon, j'ai tiré cette phrase d'un ouvrage, célébrer son équipe, une chimie d'équipe en 2023. André Lachance et Jean-François Ménard qui interviennent dans les X Games et la NFL. Et donc, est-ce que vous adhérez complètement? Est-ce que c'est une promesse politique? Ou est-ce que ça demande du temps et peut-être que vous ne serez pas là? Bon, globalement, vous adhérez complètement. Alors, pour autant, c'est un petit peu magique la manière dont c'est dit. Et donc, je suppose que ce n'est pas fait que de haut. Je suppose que l'échec arrivant, vous ne sortez pas tout le temps le champagne. Vous ne faites pas de concours de limbo non plus. Alors, c'est quoi, vous, votre façon de faire? Et quand est-ce que vous vous dites, là, je dédramatise, et peut-être que là, non, je ne vais pas le faire? Autrement dit, le discours d'après-match, un petit peu. Bon, le discours d'après-match, quand il y a défaite, moi j'ai tendance plutôt à me Je l'avais bien senti, Cédric. détendre. J'ai plutôt tendance à parler le lendemain, moi. Voilà. Parce que je veux pas mettre trop d'affect dans le discours et plutôt préparer quelque chose de plus réfléchi. Mais c'est évident, on en parlait, on en rigolait un peu, c'est évident que alors il faut célébrer les échecs, c'est dit dans le sens il faut leur donner de l'importance aux échecs, faut pas mettre voilà, faut pas se voiler la face, faut pas vouloir oublier, dire on oublie ce match, on passe à la suite. Moi, je suis partisan du fait de tout le temps comprendre les victoires. C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est facile, en tout cas. On revient facilement sur un match qu'on a gagné, on y va avec plaisir, on y va. Mais si on prend pas le plaisir, c'est là que c'est un peu... si on va pas chercher le pourquoi de l'échec, donc si on n'y donne pas l'importance, alors on prépare pas les prochains succès. Parce qu'on se voile la face, et pour préparer au mieux les futures réussites, il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'échec. Donc célébrer l'échec, c'est un peu fort quand même, parce que ce qu'on se disait justement, c'est qu'il y a toujours, quand on est coach, le 3 là, il est jamais loin. Donc les échecs, on peut les célébrer une fois, 2 fois, mais à un moment donné, on n'a plus le temps, ou alors on peut les célébrer, on a le temps parce qu'on n'a plus de boulot. Donc il y a ça qui rentre aussi en ligne de compte, c'est aussi la pression du coach et du manager. Mais effectivement, il faut avoir ce regard sur les échecs et donner de l'importance. Aller chercher les raisons. Pour moi, c'est important. Ça tombe bien ce que tu dis, parce que je voulais justement réaxer la question par rapport à ton parcours, toi, Rudy. Quand j'ai fait ton portrait, il y avait marqué voilà, que c'est important pour toi de dédramatiser l'échec. Et pourtant, dans ton parcours, on se souvient Poitiers. Alors, tu as été jusqu'en Pro A, et puis il y a eu une petite descente, et puis après, il y a eu un petit au revoir. Voilà, et il n'y a pas de jugement dans tout ça. Mais comment tu as vécu, toi, tout ça? Parce qu'on parle des échecs, mais de qui? Et est-ce que ça en est vraiment? Ça en est. On le vit jamais bien, parce que de toute façon, je pense que on aime la réussite. Si on fait du sport de haut niveau, c'est pour avant tout aussi partager des très bons moments avec son équipe, avec le public, avoir des victoires. Et je pense que nous, en tant qu'entraîneurs, on recherche ça. Maintenant, on sait aussi que l'échec fait partie aussi de l'évolution d'une équipe certaines fois. Il faut des fois pouvoir perdre 1 ou 2 matchs, mais le but, c'est de remonter, de rebondir, de trouver les bons ingrédients pour pouvoir repartir vers la victoire et ne pas oublier ces bons ingrédients. Voilà. Donc moi, en fin de compte, c'est sûr qu'il y a eu des échecs.
Je pense qu'avec du retour, on se dit j'aurais peut-être mieux géré ces situations personnellement ou collectivement, parce qu'on se dit toujours en tant qu'entraîneur, après une victoire ou une défaite, on essaie toujours de trouver ce qui n'a pas été, ce qui a été, ce qu'on pourrait faire mieux. Mais des fois, on n'y arrive pas, ou des fois aussi, on a une équipe et que ça ne matche pas ensemble, ou on n'a pas réussi à trouver les bons ingrédients pour pouvoir faire que ce groupe-là puisse pouvoir aller vers l'avant. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Maintenant, les échecs sont toujours vécus de façon assez dure. Moi, je viens d'en avoir cet été avec l'équipe de France A. On a été au championnat du monde à Jakarta et on vient de subir un échec. Mais le but aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions et de trouver le bon débriefing et de savoir qu'est-ce qui va nous permettre demain de rebondir au JO. Mais il faut aussi se souvenir pourquoi on a gagné. Parce que les 3 années avant, on a gagné une médaille de bronze au championnat du monde, une médaille d'argent au JO, une médaille d'argent au championnat d'Europe. Peut-être qu'on n'a pas mis les mêmes ingrédients cet été dans le championnat du monde. Donc, trouver les bons ingrédients, la détermination, beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas réussi. Donc, je pense que l'échec est important, mais il faut savoir bien l'analyser, se poser les bonnes questions pour pouvoir après rebondir. Alors, célébrer, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est difficile de célébrer l'échec quand vous savez que vous pouvez être viré justement après, mais il faut s'en servir en tout cas pour pouvoir avancer. Voilà. Philippe, tu viens du Tour de Provence. Échec ou réussite? Échec. Et en cas d'échec, vous êtes plutôt champagne, vodka ou Tour de France Ricard? En fait, oui, c'est toujours évidemment bien plus agréable de célébrer la victoire, mais en termes de cyclisme, une équipe comme la nôtre, par exemple, on fait 280 jours de course à l'année et on gagne, bon an, mal an, 25 courses. Les belles années, on en gagne 30. Donc, il y a beaucoup plus d'échecs pour nous que de victoires. Mais ça fait partie du cyclisme. C'est pareil pour toutes les équipes. Mais ce qui est important, c'est justement de ces échecs, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les analyse et comment on construit la course d'après, les courses d'après, comment on refonde le groupe, quels mots on va essayer de trouver pour motiver un tel à se mettre au service de tel autre, parce qu'il faut aussi gérer les égos. C'est un sport individuel pratiqué en équipe. Un leader ne peut pas gagner une course seul, donc il a vraiment besoin de ses équipiers. Et du coup, trouver le moyen de faire fonctionner ce groupe, ça passe, oui, par les débriefs, par l'analyse, trouver les bons leviers, et puis célébrer les échecs. Wow, ça fait mal. Quand même un petit verre de Ricard. On passe donc à la 4e section. Alors, business is business. On rentre dans le vif du sujet. Voilà, avec deux questions sur lesquelles on va vous interroger. La première, le sport de très haut niveau devient-il accro à la data? Alors, c'est vrai que là, ces derniers temps, on voit fleurir les postes de data scientist, de sport scientist. Monaco a fait un recrutement tout récemment en Ligue 1. On a aussi le Loup là, dans le top 14 de Lyon qui vient justement de faire son recrutement. Il y a 3 masters analyse de data qui ont vu le jour en France, notamment à l'INSEP et à Toulouse. Et donc, on voit bien que la donnée commence à prendre de la place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le sport de très haut niveau devient-il accro à la data? Alors, est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la haute performance sportive et que les managers vont être obligés de faire ce type de recrutement demain, c'est-à-dire d'ingénieurs, peut-être, de personnes qui vont gérer des statistiques sur les données? Est-ce que vous êtes plutôt terrain et vous vous dites pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ironise en disant finalement les données ne vont donner que ce que l'entraîneur, le manager ressentent, c'est-à-dire l'instinct, ou peut-être qu'il va falloir conjuguer justement ce langage informatique avec celui du terrain. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder tout ça sur les résultats. Donc, nécessité pour vous d'une conjugaison des langages, et forcément, la statistique, il va falloir la retranscrire sur le terrain, mais vous êtes quelques-uns quand même
à vous dire que l'avenir, c'est la data pour la haute performance. Alors, je vous pose la question maintenant. Rudy, toi, qu'est-ce que tu en penses? Les données, alors on a vu tout à l'heure que les données, peut-être qu'on en était aux prémices. Alors, de quelles données tu disposes? C'est souvent ça, c'est de quelles données. Nous, au Pôle France, à l'INSEP, où on travaille, là, on est un sport scientist, on dit, qui est avec nous maintenant, qui travaille, et qui récolte les données des entraînements des filles et des garçons par une puce qu'ils ont aujourd'hui maintenant sur des brassières qu'ils ont et qui permettent de récolter des données sur la charge de travail, sur la vitesse, sur pas mal de choses. Et il permet aujourd'hui après de donner des informations à l'entraîneur sur ce joueur va être fatigué, doit se reposer, n'est pas en forme aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas que si c'est l'avenir, mais je pense en tout cas que ça fait partie de l'avenir. Nous, en tant qu'entraîneur, on a vu arriver les préparateurs physiques, on ne comprenait pas à quoi ça servait au début. Maintenant, on voit arriver des sport scientists avec des datas qui sont totalement différents. C'est à nous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers nous, de nous expliquer à quoi ça sert. Et il faut arriver à trouver un juste milieu entre ce qu'on a l'habitude de faire sur le terrain, plutôt au niveau du feeling, et aujourd'hui, ce que les données donnent vraiment. Je parle notamment à la charge de travail. Nous, entraîneurs, on va se dire, on sent qu'ils ne sont pas fatigués et tout, mais il y a aujourd'hui la data qui peut vous dire, il faudrait peut-être arrêter le joueur à tel moment pendant une journée, 2 journées. Et je pense qu'il faut être ouvert aujourd'hui à ça, parce que je pense que c'est important. Je sors d'un voyage de 15 jours aux États-Unis où ils sont dans un autre monde que nous. Alors, ils ont beaucoup plus de monde, mais aujourd'hui, pour un joueur, ils ont un kiné, un préparateur physique, ils ont un entraîneur pour les 15 joueurs qu'ils ont, et ils ont un sport scientist qui dit exactement, aujourd'hui, on ne va pas faire jouer Rudy Nellum plus de 20 minutes ou de 25 minutes, parce qu'il risque de se blesser sur 80 matchs. C'est pas moi, hein, parce que bon, j'arrive pas à jouer encore. Mais il y a vraiment des données aujourd'hui qui sont très importantes. Ils ont fait des études. Je donne le cas, par exemple, aujourd'hui de Victor Wembanyama, que la première année, les grands qui sont arrivés en NBA et qui ont joué un certain nombre de matchs se sont blessés quand ils ont joué plus d'un certain nombre de minutes. Donc aujourd'hui, il faut écouter ce qu'ils disent. Je dis pas que c'est obligatoire et que voilà, mais je pense que c'est important aujourd'hui d'aller vers eux, de comprendre ce que les chiffres veulent dire. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire et coacher que par les chiffres, mais je pense qu'il faut que ça donne une idée des choses, parce que je dis maintenant, ce qui est plus compliqué quand on parle de management, c'est manager les joueurs, mais manager aussi notre staff, parce que ça fait beaucoup de monde. Ça fait des préparateurs physiques, des kinés, des docteurs, des sport scientists, des assistants. Donc, ça fait beaucoup de personnes à manager, quoi. Donc, oui, la data. À quel moment, comment? Je pense que c'est l'avenir, mais pas totalement. Mais je pense que c'est intéressant de vraiment se pencher sur ça, parce que ça facilite des choses aussi, quoi. Cédric, tu réagis comment par rapport à cet avis? Est-ce que la data, pour toi, fait maintenant partie de la gestion de carrière? Alors oui, pour moi, il y a 2 choses avec la data. Il y a la première dont Rudy vient de parler et qui est transposable dans le volley. Nous, on est un sport avec énormément de répétitions de sauts, donc beaucoup de contraintes sur toutes les articulations, genoux, chevilles, même le dos. Enfin voilà, donc on a besoin de quantifier tout ça, ça c'est clair. La data fait partie maintenant intégrante de l'entraînement. Ça sert à anticiper tous les pépins dont vient de parler Rudy. On est sur la même démarche. Il y a une chose, moi, qui me gêne avec la data, c'est plus quand on parle de la data en termes de recrutement. Bon, après, un peu comme partout, mais quand on rentre dans l'extrême, il y a des choses qui me dérangent. On parlait de ma formation à Limoges tout à l'heure. Il y a Damien Comoli qui est intervenu, qui est donc le DG du TFC au foot, et qui explique un peu comme le film Le Stratège, Moneyball. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais avoir fait son recrutement avec la data. C'est-à-dire il rentrait un profil de joueur, c'était l'ordinateur qui leur disait allez chercher ce joueur, il joue au Danemark en 2e division, c'est lui qui va vous donner ce que vous voulez. Ils sont dans ce truc de la data, ils sont tellement dans l'extrême qu'il a réussi à nous dire, c'est là que moi je suis un petit peu sorti de mes gonds, il a réussi à nous dire, de toute façon, avec toutes les études, parce que c'est Redbird, Partner qui était propriétaire à l'époque ils ont vendu depuis le TFC. Ils ont beaucoup d'analyses aux États-Unis
et ils ont décrété que la part de l'entraîneur dans la performance était d'environ 5%. Donc pour eux, pas important, l'entraîneur. Très peu important. Montagnier s'est fait licencier après une saison brillante, mais il collait pas à la data. Voilà, il n'était pas dans ce truc-là. Et aller faire un recrutement uniquement sur la data, là où, comme disait tout à l'heure Philippe, à un moment donné, la performance, tout est sur l'humain. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. L'utiliser, c'est évident. On a, nous aussi, des logiciels qui arrivent pour aller chercher la data sur les joueurs, sur les statistiques, sur toutes les performances qu'il peut y avoir dans tous les championnats ou presque au monde. Mais de là à faire le recrutement exclusivement sur la data, ça, c'est quelque chose, c'est une dérive qui me gêne énormément parce qu'on détruit un petit peu le rôle que peut avoir le coach là-dedans, le rôle de chef d'orchestre et de manager. Parce que là, c'est de l'humain dont on parle. Bah ouais, tu interroges la place de l'instinct dans tous ces chiffres. Alors, il n'y a pas de saut, Philippe, dans le vélo, enfin, je crois. Ou alors, en tout cas, c'est pas voulu. Ouais. Et donc, alors, quelle data pour toi, Philippe? Et quelle place pour l'instinct? La place de la data en cyclisme est énorme. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec des capteurs de puissance. Des capteurs de puissance qui sont souvent pris sur le pédalier, donc là où sont concentrées les forces. Et on récupère toutes les données sur un petit compteur qui nous donne aussi toutes les courbes de fréquence cardiaque. Et aujourd'hui, on en est arrivé où sur notre petit téléphone, on a une application qui nous permet de suivre nos coureurs en direct tout au long de l'année, qu'ils soient à l'entraînement chez eux ou au bout du monde. Et on récupère toutes ces courbes qui sont traitées quotidiennement. Et donc, une équipe comme la Groupama FDJ, aujourd'hui, c'est 120 salariés au service de 30 coureurs. Et du coup, 4 PhD, un data scientist, 2 ingénieurs. Et évidemment que la data en matière de cyclisme a pris une importance capitale. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Ça n'empêche pas, malgré tout, qu'on soit encore bienveillant, qu'on soit encore dans l'accompagnement. C'est juste un outil au service de la performance, finalement. Mais nous, on ne peut plus s'en passer. C'est fini, on ne peut pas retourner en arrière. Et on cherche toujours à améliorer les datas qu'on peut récupérer. Aujourd'hui, on analyse toutes les courbes de glycémie en direct aussi sur le vélo, pour pouvoir mieux gérer la partie diététique de l'effort et l'accompagnement aussi à ce niveau-là. Et du coup, on recueille des centaines et des centaines de données par jour pour chacun de nos coureurs. C'est qu'après, faut les traiter, ces données. C'est ça. Quoi en faire? Et c'est pour ça qu'on a du monde en backup, hein, avec 2 ingénieurs, un data scientist. Ça doit piquer les yeux quand même. Ça pique les yeux. Et c'est surtout qu'il faut être capable de faire des programmes qui puissent les analyser rapidement et ressortir les outils dont on a besoin derrière pour soit améliorer les programmes d'entraînement, soit améliorer les stratégies de course, parce qu'on l'utilise aussi du coup en course. Quand on fait un Tour de France, c'est 21 étapes, c'est entre 100 et 200 km tous les jours. Il y a une usure physique, il y a les pépins liés à la météo, aux chutes, etc. Et du coup, le recueillement de ces datas nous aide à gérer la course. Il y a certains jours, on ne peut pas se permettre de faire entrer un joueur. Il n'y a pas de remplaçant en cyclisme. Hein. On part à 8 et on arrive comme on peut. Mais du coup, pour essayer d'arriver à 8 et de faire en sorte que tout le monde aide à la performance du leader, eh bien, il y a des jours où la data nous aide à mettre, entre guillemets, en repos un joueur, où il va rester au cœur du peloton, caché. On sait qu'il va économiser 40% d'énergie par rapport aux autres. Et ces 40% qu'il va économiser aujourd'hui, il pourra les mettre au service de l'équipe demain ou après-demain. D'accord. Merci Philippe. On passe à la deuxième. Je me permets juste de couper. Dans le live, j'ai une question de Jacques Broulot. Donc, je vais vous lire son commentaire. Bonsoir, je reviens vite sur la question qui précède. Donc, c'était à savoir sur celle de l'excellence. Certains managers en recherche de performance ont des attitudes limites. Là, la différence entre la violence et l'excellence est parfois ténue. D'une pratique sportive à une autre, des attitudes seront répréhensibles ou acceptées. Quelle est la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable selon vous, au regard des politiques publiques qui tendent à parler de plus en plus d'harcèlement?
Donc là, on est dans l'excès de bienveillance, je crois. Bon, bah, Jacques Broulot a fait passer un ange, je crois. Là. Moi, là, on est encore une fois dans ce qui est l'extrême. Donc, à l'heure où, parce que je pense qu'on parle tous de manager avec de la bienveillance, on est tous conscients quand même du fait on en parlait déjà tout à l'heure, de devoir aller chercher chez certains athlètes, chez certains joueurs, aller les chercher et brusquer un petit peu les choses. C'est ce que je disais, c'était le terme que j'ai employé tout à l'heure. Mais brusquer, ça veut dire piquer, ça veut dire, voilà, moi je pense qu'il y a encore, malheureusement, il y a encore des coachs qui sont un peu ancienne école et qui n'ont pas été, à un moment donné, Rudy en parlait aussi, former les coachs, les accompagner sur le nouveau public, parce que le public a changé. Je pense qu'il y a un élément qui est fondamental là-dedans, c'est que la façon d'enseigner, la façon de coacher, d'entraîner les jeunes, enfin les jeunes et moins jeunes, mais à l'heure actuelle a énormément changé parce que le public a énormément changé. Voilà. Et je pense que les coachs ont besoin de se mettre aussi à la page parce que on disait souvent c'est à l'ancienne ou à l'ancienne école. C'est vrai que c'était le cas il y a des années en arrière, sauf que là ça correspond plus du tout et c'est plus du tout à la page aujourd'hui. Donc mais ça passe pour moi, ça passe par la formation des cadres. Et puis, s'il n'y a pas de formation possible, parce que ça passe par des mises au point sévères, parce qu'il y a des choses, des limites qu'il ne faut pas dépasser, évidemment. Merci Cédric. Dernière question. Faudra-t-il dépenser de plus en plus pour rester premier? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous pose la question. Alors, est-ce que oui, un petit peu défaitiste, hein, malheureusement, la victoire n'est réservée qu'au gros portefeuille. Non, la victoire tient plus en la qualité d'une équipe sportive qu'aux finances d'un club. Ou non, le budget est indépendant de la réussite, mais il faut une bonne gestion pour se maintenir avec les meilleurs. Alors, bonne gestion, bonne équipe, bonne finance. Quelle est la tendance pour vous? Donc, aller à 50-50, hein. Bon, plutôt défaitiste ou réaliste, j'en sais rien. Oui, il va falloir un petit peu de pognon pour y arriver. Hein, c'est ça que vous nous dites. Et puis, de l'autre côté, c'est plutôt une bonne gestion. Alors, gestion, est-ce qu'on peut d'ailleurs y arriver encore à être premier avec peu, messieurs? Moi, je suis assez pessimiste sur le sujet. Et c'est l'évolution du sport professionnel qui me fait dire ça. Hein. Quand on regarde ce qui se passe dans le football, dans le basket, dans le cyclisme, et je vais parler de cyclisme, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des équipes à très gros budget qui viennent des Émirats souvent, qui ont les moyens. Quand nous, on a un data scientist et 2 ingénieurs, eux ont les moyens d'en avoir 5 dans chaque secteur. Et c'est comme ça pour tous les secteurs dans l'encadrement. Sans compter qu'au-delà de ça, avec les finances dont ils ont la disposition, ils peuvent se permettre d'acheter les meilleurs coureurs du peloton. Et du coup, quand on réunit tout ça dans un même bus, forcément, ça fait une équipe qui atomise les petits budgets parce qu'on a beau s'investir, on a beau travailler, on a beau être créatif, à un moment donné, il y a, au-delà des capacités des sportifs dont on a la charge, il y a aussi l'accompagnement qu'on peut mettre en place autour de la performance qui est limitante. Et puis j'ai envie de dire, équipe française, on est confronté à toutes les charges sociales. Si vous avez dans vos familles des artisans, des commerçants ou des chefs d'entreprise, vous savez de quoi je parle. Quand on paie à un coureur 1000 €, il nous coûte 1800. Et dans ces équipes,
les régimes sociaux sont très différents. En fait, les coureurs ont tous des contrats d'indépendants. Ça veut dire que quand l'équipe lui donne 1 000 euros, il coûte 1 000 euros à l'équipe. Et tout ça fait que nos finances, elles sont pas suffisantes pour lutter à haut niveau. Rudy, l'année dernière, Poitiers joue contre Loun Plage pour la première place Oui. et pour l'accession à la Pro B. Tout à fait. Poitiers perd, Loun Plage est premier, c'est Poitiers qui accède à la Pro B. Est-ce que c'est une question de portefeuille? Je pense que le portefeuille est primordial. Alors, bien entendu, il y a toujours des exceptions, il y a toujours une équipe avec des jeunes, avec des joueurs moins payés qui, sur une année particulière, arrivent à gagner les plus gros budgets. Ça se voit en foot, ça se voit en basket. Mais quand on regarde sur la régularité, sur le nombre d'années, les gros budgets, ils sont devant. Donc, bien sûr qu'une équipe bien ficelée, où on a mis des jeunes pendant 2-3 ans qui arrivent à vraiment être bien à un moment donné, où toutes les planètes sont alignées, avec un bon coach, avec pas de blessés, ils arrivent à faire une très bonne saison, parce que ça reste de l'humain, ça reste quand même après des belles aventures. Mais quand on regarde sur la durée de championnat, sur un certain nombre d'années, c'est les gros budgets qui finissent par l'emporter, malheureusement ou heureusement. C'est quand vous mettez les meilleurs joueurs ensemble, s'ils ont un minimum de hiérarchie et de capacité à aller vers un projet, ils gagnent. On le voit bien en foot aujourd'hui, au basket. Moi, je parle le basket, le Real de Madrid ou que ça soit Olympiakos, c'est des équipes qui arrivent au final, en Euroleague, au Final Four régulièrement. Alors, bien sûr qu'ils jouent bien, mais aussi ils ont les meilleurs joueurs, ils peuvent changer d'américain, ils peuvent changer de français, ils peuvent avoir les meilleurs joueurs et former une bonne équipe, quoi. Donc, bien entendu qu'il y a aussi cette aventure humaine de temps en temps, où le fait qu'un petit club ou une petite nation arrive à se hisser à un moment donné, sur un moment bien précis, mais malheureusement, ça ne dure pas, quoi. Donc, l'histoire de Loun Plage, oui, ça a été une année face à Poitiers et aux autres, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Voilà. Cédric, on lit dans la presse que tu es manager stagiaire. Est-ce que c'est toi qui vas gérer les sous? Pas pour l'instant. Ça va venir? Ça va venir. Mais je rejoins complètement à 200% ce qu'on a déjà dit, c'est que effectivement, c'est ce côté financier, c'est parce qu'on pense tout de suite au recrutement des joueurs. Hein, on va voir les top joueurs sur le marché, on va être. Mais ce portefeuille, ce gros portefeuille, il permet aussi de créer les conditions. Là, pour le coup, quand on est manager d'un club, on travaille beaucoup sur les conditions de travail, les conditions environnantes aux sportifs, à son équipe professionnelle. Mais le fait d'avoir de l'argent, ça permet aussi de développer ça. Donc, c'est pas seulement parce qu'on a ce que disait tout à l'heure Philippe, il y a non seulement les bons coureurs, mais en plus de ça, les gens qui sont autour pour les accompagner, la structure qui est autour pour les accompagner. Donc, le fossé, il se creuse d'autant plus. Là, dans le foot, on a un parfait exemple. Avec le PSG, ok, il y a eu une année par-ci, par-là, parce qu'il y a un club qui est intouchable et puis voilà, qui marche sur l'eau. Mais en termes de régularité sur les 10 dernières années, il n'y a pas photo. Je pense que le Tour de France, ça se joue avec l'UAE et la Jumbo quasiment tout le temps. C'est juste factuel. Voilà, il y a de l'argent, pas seulement investi sur les joueurs, mais aussi sur les conditions. Et ce qui fait qu'à la fin, ça fait quasiment tout le temps la différence. Et dans le volley, c'est la même chose. Voilà. On finit par le Take Home Message. Alors, qu'est-ce que c'est le Take Home Message? C'est vous allez me donner très rapidement un mot-clé pour me dire c'est quoi la réussite pour devenir manager pour vous. C'est quoi? C'est de la connexion, c'est de la chance, c'est de la réussite, c'est du réseau, c'est de l'argent, comme on vient de voir, peut-être. C'est des rencontres, comme disait Philippe. Pour vous, c'est quoi? Il reste 10 secondes. On ne réfléchit pas. Un mot. Allez, on a 34 mots. Ah, donc on a opportunité et persévérance qui arrivent en premier.
Est-ce que, messieurs, il y a un mot ou deux dans ce nuage de mots qui pour vous touche plus qu'un autre? Philippe? Je dirais que la persévérance résonne, oui. Oui. Je ne sais pas si vous faites des tests de personnalité ou si vous en avez fait, mais moi, je suis persévérant, donc ça me... Voilà. Le travail aussi, évidemment, ça passe par le travail. Les gros travailleurs ou travailleuses, mesdames, s'en sortent toujours beaucoup mieux que les autres. La rigueur, l'envie, la détermination, ouais, non, je crois que vous avez touché les opportunités, même si moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses par opportunisme, c'est pas ce que je mettrais en premier. Non, je resterai sur vraiment travail, motivation, envie, détermination, rigueur. Rudy, il y a marqué espoir. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir? Parce que là, on était sur une vision un petit peu pessimiste. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir avoir envie d'y aller? Ah, y aller où? L'espoir, oui, il y a de l'espoir. Pourquoi? Il y a toujours de l'espoir. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le mot qui te touche, toi, dans tout ça? Ou peut-être qu'il n'y est pas. Mais ils sont tous importants, je dirais. Hein, mais pas. Moi, j'aime bien Alors, contrairement, Philippe a dit, mais moi, j'aime bien la rencontre et l'opportunité. Pour moi, c'est hyper important. Moi, dans mon parcours individuel, j'ai rencontré des gens qui ont changé, moi, ma façon de travailler, qui ont changé vraiment aussi la perception que j'avais de mon boulot et qui m'ont aussi appris beaucoup. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est manager, c'est bien d'avoir aussi des gens qu'on puisse rencontrer, échanger avec eux, quelles que soient les disciplines, quels que soient les âges, plus jeunes, plus âgés. Moi, j'y crois beaucoup, ça, rencontre de personnes, des opportunités aussi, moi, parce que je pense que, en gros, je dirais que tous les entraîneurs travaillent, mais il faut avoir l'opportunité aussi de pouvoir montrer les choses. Moi, j'ai une opportunité. Jamais je pensais être assistant de l'équipe de France de basket. Je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui sont aussi de mon niveau, mais j'ai eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir être assistant. Je ne sais pas pourquoi, comment, peut-être, voilà, rencontre avec une autre personne qui était Vincent Collet à un moment donné. Donc, je pense que moi, ça me parle beaucoup, la rencontre et l'opportunité, parce que je pense qu'après, si on travaille, si on est passionné par ce qu'on fait, on travaille de toute façon et qu'on a de l'envie, on peut avancer, mais avoir l'opportunité de montrer les choses, pour moi, c'est important. Après, bien entendu, les compétences font que vous allez être meilleur ou vous allez faire des choses, mais les rencontres et l'opportunité sont importantes pour moi. Voilà. Cédric, toi, tu en as eu des opportunités? Comme je pense dans tout cheminement, dans toute carrière, il y a forcément des opportunités qui se présentent. Il faut savoir les saisir. Parfois, il faut quand même aller les reconnaître, ouais. Prendre des décisions. C'est important au moment où elles se présentent. Moi, il y a deux mots que je retiens particulièrement. C'est d'abord le travail, parce que je suis voilà, comme beaucoup de gens, mais je suis convaincu de ça. Le travail, on utilisait même comment on dit ça, l'expression où le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Et pour moi, ça image bien la représentation que je m'en fais, en tout cas. Et après, comme Rudy, parce que je pense qu'il y a une notion qui est importante dans toute, pour moi, on va dire. Après, c'est la démarche de curiosité et d'aller à la rencontre des gens. Moi, je me suis forgé, je me suis fait en tant qu'entraîneur, en tant que manager maintenant, en tant qu'homme certainement aussi, en étant tout le temps curieux et en allant, quand j'avais fini avec mon club, plutôt que de rester en vacances, je parlais des fameuses fenêtres internationales qui sont longues, j'allais auprès d'entraîneurs qui ouvraient grandes leurs portes à des jeunes entraîneurs pour aller échanger, pour aller comprendre, pour aller apprendre, pour aller, que ce soit dans le volley, mais dans d'autres sports, ce que disait aussi Rudy. Et je pense que le fait d'être curieux, le fait d'ouvrir un peu la vision de tout ce que ça peut représenter, c'est hyper riche. Et quand on a la chance, alors là encore, on revient sur la notion d'opportunité, de rencontrer des bonnes personnes, c'est très très riche quoi, pour se faire son chemin.
on revient un petit peu sur le portrait du tout début où tu disais quand j'étais môme, j'étais pas accolé sur ma tablette, j'allais dehors. Et finalement, là, ce que tu dis, c'est faut sortir, aller à la rencontre. Oui, mais les mômes de maintenant te diront que sur la tablette, ils ont accès à des choses. Ils ont accès à des contenus, mais à un moment donné, l'échange, parce que c'est pas forcément interactif, ces contenus, tu peux aller chercher, mais aller chercher l'échange, aller sentir un peu comment les gens. J'allais par exemple à Montpellier au Centre national de volley, j'ai eu la chance d'y aller et d'être reçu là-bas et de voir un peu comment ils adaptaient les contenus, comment ils manageaient les jeunes, comment ils adaptaient parfois l'entraînement qui marchait pas bien, il y a tout un tas de choses. Quand on est présent, il y a quand même quelque chose une dimension supplémentaire par rapport au contenu des tablettes. C'est génial, les tablettes. Je dis pas que je suis pas un anti-tablette, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça donne quand même un accès extraordinaire sur pas mal de contenus. Mais à un moment donné, on revient sur l'humain. Et l'humain, quand c'est en termes d'échange et non pas juste aller chercher des choses et ne pas avoir d'échange, l'humain, ça reste quand même le top. Est-ce que le risque, finalement, c'est pas l'avenir d'avoir un entraîneur ou un manager 2.0 et vous parliez d'instinct tout à l'heure quand on parlait de la data. Finalement, est-ce que l'instinct va pas se diluer à côté de cette façon d'interagir dans le virtuel? Je vous ai séché là. Je pense pas. Je pense que l'humain restera toujours. Je pense que faire passer les choses avec les athlètes, avec le staff qu'on a élargi, parler aussi, moi, je voulais rebondir un peu du mentoring aussi, d'avoir aussi des entraîneurs qui ont déjà vécu des choses, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de savoir ce qui s'est passé dans le temps, comment ils ont managé les choses. Je pense que c'est important et d'avoir toujours ça. Je suis pas sûr, je pense que ça va être des outils à la performance, la technologie, comme l'a dit Philippe, pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus précises. Mais je pense que l'humain restera toujours au cœur de la performance, quoi, en tout cas. Quoi. Voilà. Bon, merci à vous trois. Je vous demande de les applaudir bien fort pour les remercier de leur présence. Cette fois-ci, je vais vous laisser la parole et donc il va y avoir un micro qui va circuler pour vos questions à vous personnelles. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main pour demander le micro. Gauthier, donc je te laisse. Bonjour à tous les trois. Moi, ma question, c'est sur la connaissance de soi. Alors, on sait que vous, dans votre métier, vous êtes tout le temps en train d'interagir avec les autres. Et donc, j'aimerais savoir quelle place vous donnez à la connaissance de soi pour pouvoir derrière interagir avec les autres. Merci. En fait, c'est vrai que pour bien manager, il faut apprendre à se connaître. On a nos propres tares et nos propres problèmes et quelquefois, ça peut créer des problèmes dans le management, justement. Et tout à l'heure, je faisais évocation de tests de personnalité, par exemple, qui sont des outils formidables